Et notre invité ce matin dans la grande interview CNews et Europe 1, c'est Frédéric Bechnard. Bonjour à vous. Bonjour. Vice-président de la région Île-de-France et notamment ancien patron de la police nationale. On va parler des questions de sécurité. Samedi soir s'annonce une soirée compliquée pour les forces de l'ordre. La finale de la Ligue des Champions, match très attendu entre PSG et Arsenal à Budapest. Il y aura beaucoup de concerts aussi à Paris. Est-ce que le dispositif de sécurité qui est mis en place, qui est important, qui comporte des interdictions de manifester à certains endroits, est suffisant à vos yeux? Est-ce qu'on pourra fêter, si on a la chance de voir la victoire du PSG, cette victoire dans le calme à Paris, Frédéric Bechnard? Alors malheureusement, probablement pas. Le dispositif est très conséquent. Vous avez 22 000 policiers sur l'ensemble de la France, dont 8 000 policiers à Paris. C'est donc quelque chose qui est très important. Le préfet de police a organisé les choses de telle manière qu'il y ait des policiers à peu près partout. Et selon toute vraisemblance, on arrivera à parer aux choses les plus graves qui vont se passer. Mais malheureusement, on sait par les services de renseignement qu'on aura des gens qui viendront pour gâcher la fête. Ils viendront d'où? Est-ce que vous savez déjà d'où ils viennent? Alors ils viendront, à Paris, viendront essentiellement de la région Île-de-France. Il y a des Parisiens pur jus, et puis des gens qui viendront de la banlieue, qui se déplaceront en bande et qui viennent pour piller, puis aussi pour affronter les forces de l'ordre, pour semer le chaos, parce que c'est leur façon d'exprimer leurs ambitions et leurs joies, j'imagine. Donc il y a quelques centaines de personnes qui vont gâcher le plaisir de plusieurs milliers de Parisiens et de Français. Mais est-ce qu'on ne connaît pas ces centaines de personnes? Est-ce qu'il n'y a aucun moyen de prévenir ces troubles à l'ordre public? Est-ce qu'il faut se résigner, en vérité, Frédéric Bechnard, et baisser les bras, en fait? Non. Certainement pas. Il ne faut pas se résigner. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il faut restaurer l'autorité de l'État. On a la préfet de police, un préfet de police qui est un homme à poigne, qui ne se laissera pas faire. On a un dispositif qui est fort. On a des policiers qui sont prêts à intervenir et rapidement. Un ministre de l'Intérieur aussi qui est prêt à une réponse ferme. Et il faut les soutenir. Il faut soutenir les policiers. Laurent Nunez, vous dites oui, c'est un ministre à poigne? Eh bien, Laurent Nunez a été je le connais bien et c'est un homme que j'apprécie. Ça a été un excellent préfet de police. Il a notamment toujours défendu les policiers. Je trouve que comme ministre de l'Intérieur, parfois, un certain nombre de ses positions peuvent me déconcerter. Mais il porte, par exemple, 2 lois actuellement qui ont été votées par le Sénat, la loi Riposte et puis la loi sur la police municipale, qui vont vraiment dans le bon sens. Mais bien sûr, il faut lutter contre. Alors, on les connaît, on les suit. Probablement, il faut... Alors, il y a déjà des gens dans les services de renseignement qui s'en occupent. Je pense que c'est bien d'avoir beaucoup de gens sur le terrain le soir pour intervenir, mais il y a tout un travail de renseignement en amont qu'il faut... Alors, il est fait, mais probablement il faut encore le renforcer pour pouvoir cibler les gens particulièrement à risque et cela leur interdire de venir. Et ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. La loi ne nous permet pas de ces interdictions préventives? Alors si, dans certains cas, on peut le faire. Il faut probablement renforcer la loi et puis il faut renforcer un petit peu ce type de service de renseignement. On ne peut pas se résigner à ce que... Et puis c'est pas seulement le football. On a eu des problèmes avec... Football, quand même. Oui, on a une longue tradition d'hooliganisme qui nous vient d'ailleurs d'Angleterre. Hein. Moi, j'ai travaillé sur ces sujets. J'ai été voir en Angleterre comment ils luttaient contre le hooliganisme. On est arrivé à régler les problèmes de hooliganisme, mais la difficulté maintenant, c'est que ces hooligans, eh bien, ils prennent n'importe quel prétexte. Alors c'est un match de football, c'est le 14 juillet, c'est le 31 décembre, c'est la fête de la musique, c'est n'importe quoi. À partir du moment où il y a du monde dans la rue pour venir se mêler et semer le chaos et la discorde, c'est des gens contre qui il faut avoir une réponse extrêmement ferme. Alors, parlons de la réponse. Justement, les syndicats de police, Frédéric Bechnard, dénoncent le manque de fermeté judiciaire face à ces violences et face à ce qui touche les forces de l'ordre. 16 policiers blessés chaque jour dans notre pays, refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Est-ce que la réponse judiciaire est assez ferme? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin pour protéger les policiers? Alors la réponse judiciaire, elle est ferme. Elle est ferme dans la mesure où vous voyez qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de peines de prison qui ne sont pas appliquées. Le problème en France, c'est pas... Moi, j'ai toujours entendu dire quand j'étais policier, les policiers arrêtent, les magistrats relâchent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai passé 25 ans à la police judiciaire. Les policiers arrêtent, les magistrats condamnent. C'est après que ça va pas. C'est l'application de la peine qui ne va pas. C'est-à-dire que vous apercevez que la moitié des amendes qui sont données ne sont jamais recouvrées. Vous apercevez qu'en cas de travail d'intérêt général, il y a 20% des gens qui échappent à ces condamnations de travail d'intérêt général. Et pour la prison, c'est la même chose. Vous avez des condamnations de la prison ferme qui en fait ne sont pas exécutées ou sont exécutées avec un délai extrêmement long, 2 ans, 3 ans, ce qui perd son sens. Une sanction, elle doit être certaine, elle doit être immédiate, elle doit être juste bien sûr, proportionnée, mais elle doit être immédiate. Voilà, ça c'est très important et on a perdu un petit peu ça. Donc le sujet, c'est l'application de la peine.
Très bien. On voit sur l'ensemble du territoire une espèce de montée inexorable de la violence sur beaucoup de registres. On va les évoquer. Est-ce que vous pensez, vous, Frédéric Pechnard, qui avait vraiment fait du terrain, qui connaissait la police nationale, qu'on va vers des affrontements graves? C'est le risque. Alors d'abord, ce qu'il faut d'abord, c'est faire un constat. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de violence dans notre pays? La réponse est oui. La réponse est oui. Il y a plusieurs choses qui nous le font penser. D'abord, ce qu'on voit tous les jours dans la rue, mais également l'augmentation du nombre d'homicides et de tentatives d'homicide. En France, entre 1990 et 2012, le nombre des homicides avait diminué de moitié. Donc un pays où on tuait 2 fois moins que 25 ans avant, ce n'était pas un pays qui était de plus en plus violent. Depuis 10 ans, un peu plus même, depuis 2014, systématiquement, chaque année, ce qui en termes de criminologie a un sens, on a une augmentation des homicides et des tentatives d'homicide. Donc on voit bien qu'on est dans une phase, dans un pays, d'ailleurs ça touche pas seulement la France, ça touche aussi d'autres pays européens, avec une augmentation de la violence. Voilà. Ça c'est un fait. C'est un chiffré. fait. C'est un constat qui est chiffré et qui est fait. En gros, le ministère de l'Intérieur vous explique que les atteintes aux biens ont tendance à stagner ou à diminuer. Au contraire, les infractions de violence, qui sont évidemment les plus graves, ont tendance à monter. Voilà. Ça c'est le constat, et ça c'est un constat qui est grave. Et est-ce que l'État prend les mesures nécessaires pour juguler cette montée de la violence? Est-ce qu'il y a un signal d'autorité qui est envoyé du haut de l'État ou pas, selon vous, Frédéric Pechnard? Alors, selon moi, pas assez. Pas assez parce que je pense qu'un certain nombre de responsables politiques dans notre pays n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe réellement dans la France profonde et qui finalement permet à toute forme de radicalité de monter. Voilà. Et quand vous avez des radicalités politiques qui s'expriment, eh bien elles entretiennent aussi, par leur discours, par la façon dont elles parlent, elles entretiennent aussi la violence. Vous parlez de la France insoumise? Par exemple. Des discours de la France insoumise? Oui, quand qui génèrent de la violence? Quand vous avez des gens qui appellent au soulèvement, qui appellent au non-respect de la démocratie. Évidemment, la démocratie, c'est assez simple, c'est le vote. C'est-à-dire que vous allez voter, vous êtes un homme, une femme, un électeur, vous allez voter pour votre maire, pour votre député, pour le président de la République. Bien. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, mais vous respectez ça. C'est ça la démocratie. Et quand j'entends LFI qui dit, dans certains cas, nous ne respecterons pas la démocratie, qu'est-ce qu'il y a d'autre que la démocratie? C'est la dictature. C'est la prise du pouvoir par la force, c'est la dictature. Vous n'avez pas le choix, dictature ou démocratie. Donc le respect de la démocratie est quelque chose de fondamental. Je n'entends pas ça chez LFI. Et puis, la façon, on le voit d'ailleurs à l'Assemblée nationale, moi je siège au Conseil de Paris, dans l'opposition. Eh bien, je suis stupéfait. Cette année, pour la première fois, vous avez des élus LFistes qui s'attaquent à Emmanuel Grégoire, d'ailleurs. Ils ne nous mettent pas en cause, nous. Et je suis stupéfait de la façon dont il parle. Je ne parle pas du fond. Sur le fond, on a le droit de ne pas être d'accord avec Emmanuel Grégoire. Moi-même, je ne le suis pas souvent. Mais la manière de s'exprimer est toujours une manière qui est extrêmement agressive. Et ils sont tous pareils. Donc on voit bien que c'est une volonté. Et finalement, cette agressivité renvoie de l'agressivité. Et ça fait monter la tension. Voilà. Et finalement, vous avez des gens qui, par leur discours politique, exacerbent ces violences. Et qui aussi ont un discours ouvertement anti-police. On les a entendus à de nombreuses reprises. Ça aussi, ça peut générer de la violence envers les forces de l'ordre sur le terrain. Mais bien sûr, quand vous avez des hommes politiques, des députés, des gens qui ont été élus, des gens qui sont censés être respectables, dont l'essentiel de la discussion sur la sécurité, c'est la police tue, c'est quelque chose qui pour moi est absolument insupportable. J'ai fait remarquer au dernier conseil régional où une élue LFiste avait expliqué ça, alors que vous pouvez voir, la police française, c'est une police qui est extrêmement respectueuse des droits et qui emploie la force quand elle est légitime pour être employée. La police est là pour ça, la police est là pour rétablir l'ordre. Donc la police tue, ou un autre slogan qui était « Suicidez-vous », alors terrible. Que dans la police, il y a beaucoup de suicides, c'est quelque chose qui est terrible. Alors au contraire, on a une police qui mérite d'être aimée, ce qui est le cas. Hein. Vous apercevez qu'à chaque fois qu'il y a un sondage, vous avez entre 60 et 80% des gens, y compris des jeunes d'ailleurs, qui font confiance dans la police française, et c'est tant mieux. Mais vous avez une petite minorité d'agitateurs qui disent des choses qui sont inacceptables et finalement qui sapent le fondement même de notre démocratie, c'est-à-dire que nous avons besoin d'une force de l'ordre pour faire respecter les droits des 99% de Français qui veulent vivre en paix. Frédéric Pechnard, vous êtes ancien directeur de la police nationale. Parlons du haut du spectre. Les règlements de compte liés au narcotrafic. Les villes de France sont endeuillées. Grenoble, on a beaucoup parlé de Grenoble, des fusillades à Grenoble, mais c'est vrai à Nantes, c'est vrai un peu partout. Encore une fois, 10 morts à Grenoble en 6 mois. Des guerres de territoire qui sont maintenant actées par le procureur de Grenoble. La nouvelle pratique des auteurs d'homicides de se filmer et de mettre sur les réseaux sociaux.
On est dans une bascule de la grande délinquance. Est-ce que la bataille est perdue sur le narcotrafic? Alors, elle est loin d'être perdue. Nous ne sommes pas Elle est loin encore... d'être gagnée. Mais oui, nous ne sommes pas encore dans une situation mafieuse qu'on a pu connaître aux États-Unis ou en Italie. Mais on est en train de prendre le chemin. C'est-à-dire que moi, j'étais à la brigade des stupéfiants fort longtemps, et tout ce que je vois aujourd'hui, je vous le dis franchement, je l'ai connu. J'ai connu des cités difficiles, j'ai connu des règlements de compte. La grande différence, c'est que ça a été multiplié par 50 ou par 100. Et ça génère des profits qui sont tellement importants que vous avez des patrons de branches de narcotrafic qui sont richissimes et donc extrêmement puissants. Et il est là le risque. Le risque, il est au-delà de la délinquance, il est dans la déstabilisation de la République ou de la démocratie, avec des gens qui vont pouvoir, soit par la terreur, soit par l'argent, influer sur des politiques, des magistrats, des policiers. C'est la corruption que bien vous sûr, décrivez. des gendarmes. D'ailleurs, moi, il y a quelques années, il y avait le procureur de Marseille avait fait une conférence de presse très courageuse, me semble-t-il, très choc, en expliquant qu'il était très inquiet de la corruption, y compris d'ailleurs dans ses propres rangs, la magistrature, la police, la gendarmerie, les douanes, etc. La pénitentiaire, on le voit, hein, c'est quand même tout à fait anormal que des voyous qui sont censés être en prison et qui sont censés être à l'isolement puissent assez facilement téléphoner. On voit bien qu'il y a forcément des complicités internes ou autres. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant parce que les mafias remettent en cause notre système démocratique. Et entrent dans le tissu économique aussi des entreprises. Vous soutenez Bruno Retailleau, il me semble. Il propose, parce qu'on veut des solutions, on vient de faire le constat, quelles sont les solutions? Il veut être capable de contrôler 24 heures sur 24 les sorties et les entrées dans ces quartiers, perquisition administrative, saisir les avoirs des criminels, couper les réseaux électroniques. C'est ça la solution? Oui, la solution, c'est la guerre. C'est la guerre. La guerre. Voilà. La solution, c'est de faire la guerre au narco-banditisme sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'il faut attaquer le problème de la drogue sur tous les fronts. Il faut l'attaquer à partir, bien sûr, des usagers. Voilà. S'il n'y a pas d'usagers, il n'y a pas de trafic. Hein. Donc, il faut embêter les usagers. Il faut arrêter les dealers et les petites mains. Et il faut se donner les moyens judiciaires et juridiques d'aller attaquer les gens les plus puissants. Et d'ailleurs, on a une réforme de la police nationale qui, pour moi, ne va pas dans le bon sens, puisque on a départementalisé la police, ce qui est une bonne idée pour la sécurité publique, pour le renseignement territorial, etc. Mais on l'a fait aussi pour la police judiciaire. Or, le département ne me paraît pas être le bon niveau. Voilà. Avant, il y avait des zones ou des régions. Vous voyez, vous êtes de la police judiciaire, vous travaillez sur Marseille. Vous devez pouvoir aussi travailler sur Toulon, sur Avignon, sur Nîmes, parce qu'on voit bien que tout ça est interpénétré. Frédéric Pechnard, on a parlé du haut du spectre, le narcotrafic, et aussi le bas du spectre, les incivilités, ces scènes qu'on a vues à La Baule, une ville pourtant préservée de la délinquance jusqu'à présent, Deauville, pareil, les rodéos à Aubin, le protoxyde d'azote. On a l'impression que désormais, les délinquants font la loi et le disent ouvertement en mettant toutes ces images sur les réseaux sociaux en disant « on est chez nous, on fait ce qu'on veut ». Comment on lutte contre ça? Alors, ils font pas la loi, ils profitent des trous dans la loi. Voilà, c'est vrai pour le protoxyde d'azote, c'est vrai pour les rave-parties, c'est vrai pour tout un tas de choses. Donc là, le ministre de l'Intérieur porte une loi qui s'appelle la loi Riposte, qui a été votée par le Sénat, votée par la droite, le centre. Les socialistes se sont abstenus, les communistes et les écologistes ont voté contre, qui est une loi un peu fourre-tout, si j'ose dire, avec une dizaine de faits, mais qui permettent de boucher un petit peu les trous de la loi. Sur le protoxyde d'azote, sur les squats, sur les rave-parties, et qui donne les moyens à la police d'intervenir. Parce que toute la difficulté, endiguer ces jeunes qu'on voit absolument faire n'importe quoi, ouvrir des bouches d'incendie, sauter sur des voitures. La vérité, c'est qu'il faut, quand vous voulez lutter contre un phénomène important, ou vous voulez faire quelque chose en France, il faut qu'il y ait une volonté politique extrêmement forte. Voilà. Et là, c'est peut-être pas le cas. Et si au sommet de l'État, vous n'avez pas une volonté politique extrêmement forte de lutter, derrière, alors il y a des gens qui bricolent, hein, on se donne du mal, mais vous n'arriverez pas à éradiquer le... Vous savez, par exemple, quand j'étais directeur général de la police nationale, le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait une réunion avec M. Zapatero, qui était le Premier ministre espagnol, et ils avaient décidé de lutter contre le TA. Donc au plus haut niveau de l'État, on s'est mis en marche pour lutter contre le terrorisme. Mais lutter sérieusement, parce qu'il y avait une volonté politique extrêmement forte. C'est ce que je et je constate qu'en 2011, le TA a déposé les armes.
D'accord. Voilà. Sur l'immigration, Frédéric Pechnard, ce que les Français ne comprennent pas, c'est le problème des OQTF, que nous n'arrivons pas à renvoyer chez eux, les mères doivent marier, quitte à être traduits eux-mêmes devant les tribunaux. Est-ce qu'il y a une solution? On entend beaucoup de candidats à la présidentielle, ils sont nombreux, de proposer sa mesure la plus forte possible. Pour l'instant, rien n'a fonctionné. Comment on pourrait arriver à renvoyer des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français? C'est un sujet qui est majeur. C'est un sujet qui est majeur parce qu'il montre aux Français l'impuissance de l'État. Et ça, je trouve que c'est terrible. Il faut qu'on restaure l'autorité de l'État et l'impuissance de l'État est terrible. Comment vous voulez faire comprendre à quelqu'un, à un Français, qu'un étranger qui fait l'objet d'une OQTF, c'est-à-dire quelqu'un qui est en situation irrégulière, mélangeons pas tout, ou qui est en prison, on a 25% d'étrangers en prison, ce sont des gens qui, a priori, quand ils vont sortir, on ne souhaite pas garder sur le territoire national, on a plutôt envie qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Comment voulez-vous expliquer qu'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le ministre de l'Intérieur, par une autorité administrative, et que finalement, il ne se passe rien ou pas grand-chose? Dernier rapport du Sénat, qui disait que c'était quand même un peu mieux qu'avant, que j'ai lu, on est à 10%. 10%, à peine 10%. Ce qui fait que 90% des OQTF, il y en a 130 000, 140 000 par an, ne sont pas exécutés. Et quand en plus, ces gens qui font l'objet d'une OQTF sont arrêtés à nouveau, parce que finalement, on s'aperçoit que la police est quand même assez bien faite, sont arrêtés à nouveau, comment vous expliquez à quelqu'un qui a été cambriolé, violé, frappé, qu'il est par un individu que l'État a identifié comme devant repartir chez lui? C'est insupportable et c'est très inquiétant parce que c'est ça qui fait monter la radicalité d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un sujet qui est majeur et comme tous les sujets majeurs, c'est un sujet qui est complexe. Parce que, il y a une dimension diplomatique. Il y a une dimension diplomatique qui est importante. Alors, est-ce qu'il faut choisir la manière forte? Est-ce qu'il faut choisir la diplomatie? Je ne sais pas. Il faut choisir quelque chose qui fonctionne. Visiblement, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. J'aimerais terminer par la protection de l'enfance. Il y a eu un conseil des ministres hier avec un texte qui prévoit la mise en place de beaucoup de choses pour tenter de protéger nos enfants lorsqu'ils sont face à des prédateurs. Vous siégez au Conseil de Paris. Il y a le scandale du périscolaire qui est abominable avec des dizaines de jeunes victimes. Un premier procès qui a eu lieu cette semaine. Des peines requises qui ne sont pas aux yeux des familles des victimes et des avocats à la hauteur. Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements et à quel niveau dans la protection des enfants? Je parle de la région parisienne, mais ça vaut sur l'ensemble du territoire. Frédéric Pechnard. Je vais vous parler de Paris, parce que c'est là où je siège. Mon groupe politique avait alerté la mairie de Paris depuis déjà plusieurs années sur quelque chose qui nous paraît complètement insensé, c'est le recrutement des animateurs en périscolaire. On a aujourd'hui, j'en parlais avec des officiers de la brigade de protection des mineurs, sur Paris, plus de 100 enquêtes sur des animateurs du périscolaire, sur des actes de pédophilie. Donc c'est un réseau, on parle d'un réseau à 100 personnes. Bien sûr, on parle de... Et il y a eu une espèce d'omerta à la mairie de Paris, on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu savoir, on a eu des plaintes... Vous parlez d'Anne Hidalgo ? Bien sûr, je parle d'Anne Hidalgo, je parle de son premier adjoint au maire de l'époque, qui est le maire actuel, je parle de tout un tas d'un système, alors je ne mets pas en cause particulièrement telle ou telle personne parce que je n'en sais rien, mais ce qui est clair, c'est qu'il va falloir, et la seule bonne nouvelle dans ces atrocités, c'est que la justice est saisie, qu'on va avoir des procès et qu'on va y voir un petit peu plus clair des responsabilités de tout le monde, des uns et des autres. Il y a une sénatrice LR de Paris, Agnès Evren, qui a demandé hier une commission d'enquête. Je pense que ça mérite une commission d'enquête pour qu'on fasse justement la lumière sur les dysfonctionnements ou sur les complicités. Voilà. Concrètement, tout le monde sait qu'un certain nombre de personnes pédophiles sont attirées par les métiers où on est en contact avec les enfants. Ça paraît d'ailleurs assez logique. Et donc on a fait leur rentrer le loup dans la bergerie et on a mis des pédophiles, des gens qui étaient connus, des gens qui avaient eu au moins parfois des propos déplacés. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'est aperçu que quand un animateur périscolaire était montré du doigt, il était déplacé d'école, ce qui est scandaleux. Voilà. Donc il faut évidemment d'abord faire la lumière sur tout ça. Je crois qu'on est loin de savoir tout ce qui s'est passé. C'est atroce. C'est-à-dire que vous confiez vos enfants à l'école, c'est pour les éduquer, c'est pour les protéger. Ils sont en dehors du cercle familial. Il faut que les parents aient confiance dans l'école. Et objectivement, aujourd'hui à Paris, eh bien, on voit bien que la confiance s'est étiolée. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on fasse le constat. Il faut que la justice fasse son travail. Lancer les enquêtes peut-être contre les élus de l'époque?
des enquêtes et des procès. Il ne faut pas lancer des enquêtes contre une personne, il faut faire une enquête et voir où cette enquête vous mène. De la même façon, je pense qu'il est et intéressant. engager la responsabilité de ceux qui étaient aux manettes. Bien sûr. Si vous avez volontairement fermé les yeux, si vous avez négligé de faire un certain nombre de choses, si vous avez favorisé en recrutant des gens sans vérifier leur palmarès, eh bien oui, vous êtes responsable. Et la justice dira si vous êtes également coupable. Mais il paraît évident aujourd'hui que quand vous engagez des animateurs, il faut les faire passer par un certain nombre de filtres, voir s'ils sont connus du service de police, voir s'ils sont au fichier, le fichier des prédateurs sexuels. Bon, si vous êtes inscrit sur ce fichier, normalement, vous ne pouvez pas avoir accès à ce type de travaux. Merci beaucoup Frédéric Pechnard, qui était notre invité ce matin sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée.